je fais signe à notre super équipe technique. Merci à toutes et tous pour votre présence. Je salue également, je ne sais pas combien ils et elles sont, les personnes qui nous suivent en distanciel depuis toute la région Nouvelle-Aquitaine. Je vous propose qu'on démarre tout de suite cette conférence débat qui s'intitule « D'hier à aujourd'hui, femmes résistantes, femmes engagées ». Et avant de présenter le programme et le déroulé de cette matinée, je laisse tout de suite la parole à Catherine Ladune, vice-présidente du Conseil régional en charge du handicap, de l'égalité et de la lutte contre les discriminations, et à Laurence Valois-Rouet, conseillère régionale déléguée à l'égalité femmes-hommes et à la lutte contre les violences. Alors bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, très bien. Donc bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment ravie que vous soyez venus aussi nombreux et nombreuses aujourd'hui. Chaque année, vous êtes de plus en plus nombreux, donc ça nous fait énormément plaisir. Alors, donc je suis heureuse de célébrer la Journée internationale des droits des femmes ici, à la MECA, la Maison de l'économie créative et de la culture en Nouvelle-Aquitaine, et je la remercie chaleureusement pour son accueil. Alors cette journée n'aurait pas été possible évidemment sans les intervenantes, d'ailleurs il n'y a que des femmes, sans les intervenantes aujourd'hui. Cette journée n'aurait pas été possible non plus sans le travail énorme, remarquable des services, en particulier le service égalité, vie associative et solidarité. Alors je voudrais remercier particulièrement Sylvie Mercadier pour son travail, son engagement, son implication sans faille. C'était vraiment un énorme plaisir de travailler avec toi, Sylvie, en ce début de mandat, ces 3 premières années de mandat. Donc, merci. Merci beaucoup. Oui, merci de l'applaudir, oui, c'est sûr. Alors, aujourd'hui, c'est un moment spécial pour nous. Alors oui, pardon, je retiens aussi à remercier le cabinet Copégal également. C'est ça que je me disais, j'oublie quelque chose. Je remercie également pour l'organisation de cette journée. Et puis donc le public et tous les présents, les présentes aujourd'hui. Alors aujourd'hui, donc c'est un moment spécial pour nous, femmes, présentes ici. C'est aussi un jour important pour vous, messieurs. Mais pour moi, c'est une occasion chaque année renouvelée de rendre hommage. Alors le mot femage n'est pas encore d'un usage courant, à celles et ceux, bien sûr, qui ont fait de cette journée ce qu'elle est, la journée internationale pour le droit des femmes et non la journée de la femme, comme elle est encore souvent désignée, avec une once de mépris patriarcal. Alors, vous comprendrez qu'en tant que femme, que militante, en tant que féministe et qu'élue communiste, je suis particulièrement attachée à cette journée. Je suis attachée au 8 mars pour son caractère revendicatif, fédérateur et révolutionnaire. Alors j'y reviendrai d'ailleurs car c'est une dimension qui doit être centrale dans nos échanges, compte tenu du thème choisi cette année, donc comme vient de le rappeler Margot, d'hier à aujourd'hui, femmes résistantes, femmes engagées. Oui, c'est un beau thème, les femmes engagées, l'engagement social, politique des femmes du passé et du présent. C'est là souvent une expression galvaudée, servant même parfois à marquer l'inaction ou à dépolitiser l'action. Parfois même à faire la publicité d'entreprises peu regardantes, comme je l'ai vu il y a quelques mois, faisant une sorte de féminisme washing, comme existe le green washing. Alors on pourrait rire à ce type de slogan publicitaire comme celui d'une célèbre chaîne de magasins cosmétiques pour laquelle être engagé, c'est acheter un shampoing recyclé au flacon recyclé aux ingrédients naturels. Mais les problèmes persistent pour les droits des femmes, y compris en Europe et en France, plus de 230 ans après la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne d'Olympe de Gouges. Après cette année, c'est une occasion à saisir, un cadeau laissé en héritage par des femmes engagées qui l'ont forgé comme un outil prêt à être saisi par nous, femmes et hommes, présents ici et ailleurs et partout. Alors l'histoire et l'avenir de la Journée internationale pour le droit des femmes montrent, s'il en était besoin, qu'être une femme engagée est à la portée de chacune. Cela exige pourtant de savoir d'où l'on vient et ce que l'on entend sous le terme d'engagement. Cette journée revêt d'ailleurs évidemment une importance cruciale dans notre conscientisation en tant que femmes et dans notre mise en mouvement collective. Alors, que faisons-nous ici ? Qu'entendre de la journée qui nous réunit ? Dans quelle mesure nos échanges pourront-ils servir à la lutte nécessaire pour le droit des femmes ? Ne soyons pas modestes. Chaque rassemblement comme celui que je suis fière d'ouvrir au nom de la région Nouvelle-Aquitaine est un pas vers l'égalité. Alors, dans cette introduction, je souhaiterais y exposer 3 points.
Tout d'abord, une brève histoire de la journée qui nous occupe. Alors non, je ne cherche pas à brosser une histoire d'un passé daté, dépassé, hors de saison. Mon propos est au contraire d'en souligner l'actualité, la brûlante actualité même. Ainsi, lorsque Clara Zetkin fit adopter en 1910 à Copenhague, par la première conférence internationale des femmes socialistes, le principe d'une journée internationale des droits des femmes, les revendications portées étaient, outre le droit de vote, le droit au travail et la fin des discriminations frappant les femmes au travail. Elle savait déjà que la lutte des femmes est indissociable des luttes sociales. Qui oserait me dire que ces légitimes aspirations sont totalement satisfaites dans le monde d'aujourd'hui, dans notre pays même? Soyons honnêtes, des progrès ont été heureusement accomplis grâce à l'action des syndicats et des partis politiques, comme l'annonçaient les conférencières de Copenhague. Et si vous me le permettez, j'ajouterai l'action des associations qui me tient aussi à cœur. Donc depuis 1921, c'est le 8 mars que nous célébrons la Journée internationale des droits des femmes à l'instigation de Lénine et l'internationale communiste. Par ce choix, il rappelait le rôle primordial des femmes lors de la manifestation à Petrograd qui lança la révolution russe. C'est pourquoi nous nous réunissons aujourd'hui, à la veille de ce jour qui mériterait un retentissement plus grand encore. Toutes les causes ont besoin de grandes dates, toutes les causes ont besoin de symboles, d'un drapeau, d'un moment pour réfléchir, s'unir et agir collectivement, femmes et hommes. En avant, proclamait la première affiche de cette journée mémorable en 1911 en Allemagne. Eh bien, voyez, la région Nouvelle-Aquitaine suit ce mot d'ordre jusque dans le calendrier. Nous célébrons aujourd'hui la journée de demain. Une journée internationale, certes, et depuis plus d'un siècle, mais pour la France, il a encore fallu attendre bien longtemps. Il fallut attendre 1944 et la loi Fernand-Grenier pour le suffrage réellement universel, comme vous le savez. Dans le même mouvement, en 1946, le préambule de la Constitution de la 4e République, texte fondateur, à relire sans cesse, à enseigner à toutes et à tous, proclamait enfin l'égalité des droits 150 ans après Olympe de Gouges. Plus tardive encore, donc la journée du 8 mars, ne fut adoptée en France qu'en 1982 par le gouvernement d'union de la gauche et la ministre Yvette Roudy, bien connue ici. C'est sur ce long chemin que nous cherchons à avancer pas à pas, pied à pied, avec des retards, des embûches posées par les forces de la réaction. Pourtant, il y a aussi des victoires. Célébrons cette année l'inscription de l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution, grâce à l'action déterminée et courageuse des députés et sénateurs de gauche à l'initiative du texte. C'est une étape, pas une victoire définitive, car nous savons que des reculs de la condition féminine ont été subis au cours des dernières décennies, dans de nombreux pays démocratiques ou non du monde de l'Europe, en Hongrie, en Pologne, en Afghanistan, aux États-Unis. Ma liste ne saurait être exhaustive, mais nous n'oublions pas les femmes qui s'engagent partout dans le monde, qui résistent aux humiliations, à l'oppression. Alors, l'actualité récente a notamment mis en avant Mélinée Manoukian, et ce n'est que justice. Il est salutaire que notre République, grâce à l'action de nombreuses militantes et de nombreux militants, ait décidé de faire entrer au Panthéon Missak Manoukian et Mélinée Manoukian. Mélinée était une réfugiée rescapée du génocide arménien, une résistante aux communistes, au nazisme, excusez-moi, une résistante au nazisme, une communiste. Elle était une femme engagée et aussi une Française. À l'heure où certains sont prêts à tous les amalgames et toutes les bassesses pour exploiter les penchants malsains, à la xénophobie instillée dans les esprits par le venin totalitaire de l'extrême droite et de ceux qui croient devoir la suivre, je crois que Mélinée Manoukian est une réponse étincelante, un modèle. Sous le signe de Mélinée Manoukian, je souhaite placer nos échanges. Si vous me le permettez, je souhaite aussi placer notre journée de débat dans la ligne tracée par une autre femme engagée, Madeleine Riffaut, dont nous évoquerons le parcours fait de lutte, d'information et d'art plus longtemps tout à l'heure, cet après-midi. C'est pourquoi je ne dirai que peu de mots à son sujet. Je ne suis d'ailleurs pas une spécialiste et j'attends tout particulièrement d'en apprendre davantage tout à l'heure à son sujet. Je souhaite seulement que nous puissions suivre les perspectives qu'elle trace pour nous et nos héritières et héritiers. Oui, comme Madeleine Riffaut le dit justement, des humiliations naît la résistance. Résistance à tous les occupants, à tous les exploiteurs, hier comme aujourd'hui et demain. Du Limousin, que j'ai l'honneur de représenter parmi vous, où elle se réfugia au Paris de la Libération, à l'Indochine et à l'Algérie, où elle lutta contre toutes les oppressions par les armes et la plume. Et jusque dans les hôpitaux où elle écrivit « Les linges de la nuit », promenant la plume dans la plaie.
déjà le problème des soignants dans les hôpitaux. Aujourd'hui encore, des femmes sont humiliées, massacrées. Et comment ne pas faire le parallèle entre les résistantes françaises, vietnamiennes, algériennes, afghanes, congolaises, palestiniennes de Gaza et de Cisjordanie, ukrainiennes, de leurs souffrances, de leurs humiliations, de la barbarie, de nos sociétés capitalistes, patriarcales, sont nés les engagements, les résistances, les espoirs, toutes les Mélinées et toutes les Madeleines, et toutes celles qui viendront, victimes de l'exploitation, exilées, humiliées, survivantes du génocide. Avec elles, et pour nous aussi, il nous faut construire une société juste, humaniste, féministe et émancipée pour les femmes et naturellement aussi pour les hommes. C'est le cas partout, c'est le cas ici aussi en Nouvelle-Aquitaine. Bien sûr, cet objectif paraît lointain, mais pas inatteignable. Chacune et chacun a la place qui est la sienne et avec les leviers que nous tenons en main peut participer de cette construction. Alors, comme beaucoup le savent ici, la région s'est engagée dès 2018, notamment avec l'adoption du plan d'action Réaliser l'égalité. Alors, Laurence Valoirot va aussi en parler tout à l'heure. Notre action se veut concrète, symbolique, éducative et ancrée dans le monde du travail et la santé. Aujourd'hui, nous mettons en place la distribution gratuite de protection périodique dans les lycées de la région avec de nombreux partenaires, comme les communes, les CCAS, mais aussi, de plus en plus souvent, les élèves des lycées eux-mêmes. Alors, j'ai assisté il y a quelques semaines à l'inauguration d'un de ces distributeurs au lycée Max Linder de Libourne, et j'ai pu constater avec une réelle joie à quel point nos luttes et nos engagements sont relayés sur le terrain. Elles et ils, élèves donc, mais aussi personnel, enseignants, enseignantes, se saisissent de cette question qui permet aux jeunes filles de suivre leur scolarité dans les meilleures conditions possibles, tout en construisant une réflexion sur leur santé et la gratuité des biens de première nécessité dans une logique de service public universel. Dans le même mouvement, notre région cherche à améliorer les conditions de travail des agentes par l'instauration de congés menstruels pour celles qui en ont besoin. Nous affrontons de cette manière les préjugés et combattons une discrimination essentielle de nos mondes du travail. Évidemment, cela s'accompagne d'une nécessaire sensibilisation, une véritable conscientisation des travailleuses et travailleurs de la collectivité face aux discriminations qui participent de l'exploitation dont les femmes sont plus fortement encore que leurs collègues masculins victimes au travail. Alors, je l'ai déjà dit souvent, l'action collective de la société civile et de ses organisations, dont les associations forment l'avant-garde sur la question des droits des femmes, pousse les élus et les collectivités territoriales vers le progrès. Nous marchons donc main dans la main avec les associations. À ce titre, je suis ravie que des associations comme le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles, avec qui j'ai souvent l'occasion de travailler, soient représentées pour cette grande journée de réflexion, d'échange et de mise en commun, de création de communs à partager et à faire partager. J'ai aussi le plaisir de voir la représentante du planning familial. Je vous remercie d'être là aussi. Nous soutenons donc les associations qui œuvrent à l'émancipation des femmes, à la défense et à la promotion de nos droits sur l'ensemble du territoire vaste, divers et riche de la Nouvelle-Aquitaine. J'espère d'ailleurs que le 8 mars sera une nouvelle fois l'occasion de mettre en lumière les initiatives du mouvement associatif et de faire émerger partout de nouvelles actions dans ce sens. Pour terminer ce point, illustrer l'action que je porte au sein de notre région. Alors je citerai une association parmi elles qui me tient à cœur et croyez bien, elles sont nombreuses. Alors à Brive, par exemple, j'apprécie particulièrement l'action de la Maison de Soi qui mène un remarquable travail pour l'aide aux victimes de violences, des femmes le plus souvent. Cette association, elle n'est pas la seule, j'accompagne les victimes et les auteurs de violences sur bien des aspects, car nous savons bien que, alors sans les excuser bien sûr, les auteurs de violences souffrent aussi et que la société doit les prendre en charge par une action conséquente, courageuse et intelligente pour mettre fin un jour aux violences dans les couples et les familles. Car c'est une évidence, les droits des femmes sont une cause qui n'est pas celle des femmes uniquement. C'est une cause pour toute la société, une cause qui dépasse largement notre assemblée d'aujourd'hui et la journée que nous passerons ensemble. Ainsi, appeler à l'engagement de toutes les femmes, mettre en avant des femmes engagées, résistantes, de véritables héroïnes inspirantes et enthousiasmantes, appeler une véritable révolution féministe, c'est notre tâche. C'est une tâche dont je souhaite prendre ma part, à la place qui est la mienne aujourd'hui. C'est une tâche à laquelle chacune et chacun de nous peut apporter sa pierre. Cette tâche est ardue, certes.
Pour la rendre possible, il nous faut pointer, dénoncer et affronter sans faillir toutes les formes de discrimination, toutes les exploitations, toutes les violences sociales. La révolution féministe peut avoir lieu. Pour avoir lieu, devra s'accompagner de transformations profondes de notre société, de changements radicaux de notre manière d'envisager les rapports de domination dans les familles, les couples, le monde du travail et, j'en suis consciente, dans la vie politique. Somme toute, c'est une transformation révolutionnaire mettant à bas la société capitaliste, violente et injuste que nous avons besoin pour l'avenir. Et précisément, cette journée internationale n'est-elle pas consacrée à la résistance, à la revendication, à la lutte? Pour finir, prenons garde aux femmes engagées. Être une femme, être engagée, ce n'est pas un gage suffisant pour être du côté des droits des femmes. Alors je n'ai évidemment pas évoqué certaines figures comme Violette Maurice, la collaborationniste, Leni Riefenstahl, Margaret Thatcher, Marine Le Pen. Donc vous le voyez, être une femme ne garantit rien. Cela ne nous met pas d'office du côté des femmes dans le camp de Madeleine Riffaut, de Louise Weiss, d'Olympe de Gouges ou de Mélinée Manoukian. Alors maintenant, échangeons, débattons, construisons ensemble de le respect de nos différences. Cette matinée sera en plus marquée par la signature avec le Haut Conseil à l'égalité. C'est ainsi avec de la franchise et ce que j'appelle la camaraderie que nous ferons faire un pas de plus à la cause, car nous sommes venus célébrer, défendre et promouvoir l'engagement des femmes partout et toujours pour leurs droits, nos droits, les droits légitimes de l'ensemble de l'humanité. Je vous remercie. C'est fait. Bonjour à toutes et à tous. Je m'associe bien évidemment aux remerciements que Catherine a pu formuler tout à l'heure. Je ne vais pas les énoncer. Simplement dire que je suis ravie de constater qu'il y a quand même beaucoup de messieurs qui sont présents aujourd'hui. Le combat des droits pour les femmes, ce n'est pas une question féminine, c'est une question féministe, mais qui peut être partagée par les hommes également. Donc je vous remercie de votre présence à tous et à toutes. J'avais prévu en cette journée, moi, et après les propos de ma collègue Catherine, de dérouler le fil des avancées obtenues dans la recherche de l'égalité entre les femmes et les hommes à travers les engagements qui ont pu les mener à aboutir. Mais alors d'Olympe de Gouges, en 1791 et sa déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, à la grande victoire de ce début de semaine avec l'inscription de la liberté garantie de mettre fin à sa grossesse dans la Constitution qui a été approuvée par le Congrès, j'ai eu peur de vous priver des interventions suivantes en vous obligeant à m'écouter toute la matinée. Donc j'ai dû faire un choix. Et ce choix que j'ai fait, c'est de ne retenir que les faits les plus marquants. Même si, selon moi, il n'y a pas de petites avancées, il n'y a que des volontés et des engagements qui portent l'espoir jusqu'à atteindre l'objectif. Donc 1791, Olympe de Gouges, on en a déjà parlé toutes les deux avec Catherine, c'est un premier pas, même si celle-ci n'avait pas été entendue à l'époque. 1836, droit à l'instruction pour les filles, 21 avril 1944, ça paraît bien loin pour les plus jeunes, mais croyez-moi, au regard de l'humanité, ça n'est pas si éloigné que ça. Le droit de vote et éligibilité des femmes. Vote qu'elles exerceront pour la première fois le 29 avril 1946. C'est pas loin, hein, 1946. Le 27 octobre 1946, inscription de l'égalité entre les femmes et les hommes dans le préambule de la Constitution. Tu l'as rappelé, Catherine. 1956, création de la maternité heureuse, qui deviendra le mouvement français pour le planning familial en 1960. 13 juillet 65, réforme des régimes matrimoniaux. Les femmes ont enfin le pouvoir de travailler sans le consentement de leur mari. Le 28 décembre 67, la loi Neuwirth pour la contraception, mais les décrets d'application n'arriveront qu'en 1971. 26 août 1970,
naissance du mouvement de libération des femmes. Le 5 avril 1971, le manifeste des 343, dit des 343 salopes. Excusez-moi, c'était le nom qu'on leur donnait. Juillet 1971, création de l'association Choisir la cause des femmes autour de Simone de Beauvoir et Gisèle Halimi pour l'abrogation de la loi du 31 juillet 1920 qui faisait de l'avortement un crime. Puis les fameux procès de Bobigny en octobre et novembre défendus par Gisèle Halimi qui ont permis la libération de la jeune femme qui s'était faite avorter. 22 décembre 1972, loi qui pose le principe de rémunération entre les femmes et les hommes. Juillet 1974, création du secrétariat d'État à la condition féminine. 17 janvier 1975, loi Veil autorisant l'IVG, rendue définitive seulement en décembre 1979. 23 décembre 1985, oui, parce qu'à l'origine, elle n'était faite que pour 5 ans. 23 décembre 1980, loi sur la répression du viol, définition précise et une reconnaissance du crime par le viol. 8 mars 1982, première journée pour les droits des femmes, grâce à Yvette Roudy, dont tu as parlé tout à l'heure, Catherine aussi, ministre des droits des femmes depuis 1981. 13 juillet 1983, loi Roudy sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. 5 septembre 1990, la reconnaissance du viol entre époux. 15 mai 1991, Édith Cresson, première femme première ministre. Et on disait Premier ministre à l'époque, parce qu'on n'avait pas encore féminisé les titres, les titres politiques. 1992, introduction de notion de harcèlement sexuel en droit français. 17 décembre 1999, adoption par l'Assemblée générale des Nations unies d'une résolution faisant du 25 novembre la journée internationale contre les violences faites aux femmes. 30 décembre 2004, création de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations pour l'égalité. 23 mars 2006, loi relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. C'est pas gagné. 31 janvier 2007, loi tendant à promouvoir l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives. Ce qui fait qu'on ne serait peut-être pas là aujourd'hui si ça n'avait pas existé, Catherine. 6 août 2012, loi sur le harcèlement sexuel. 25 mars 2013, décret qui établit le remboursement à 100% de l'IVG, ainsi que la gratuité des contraceptifs médicaux pour les mineurs de plus de 15 ans. 4 juillet 2014, ratification par la France de la Convention du Conseil de l'Europe, la Convention d'Istanbul, sur la prévention et la lutte contre les violences à l'égard des femmes et la violence domestique. 4 août 2014, pour l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est la loi, pour l'égalité entre les femmes et les hommes. 16 novembre 2014, on y arrive, ne vous inquiétez pas, j'ai bientôt fini. Publication du terme féminicide. 13 avril 2016, création du parcours de sortie de la prostitution. 27 septembre 2017, les délais de prescription en matière de crimes sont allongés à 20 ans pour les viols et les violences d'un conjoint. Octobre 2017, avènement du phénomène MeToo avec l'affaire Weinstein et la libération de la parole, enfin. 3 août 2018, loi renforçant la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, avec notamment l'extension du délai de prescription des crimes sexuels commis sur des mineurs à 30 ans à partir de leur majorité. 3 septembre 2019, lancement du Grenelle des violences conjugales, d'où naîtront 46 mesures le 25 novembre 2019. 2 août 2021, loi qui élargit la procréation médicalement assistée aux couples de femmes et aux femmes célibataires. 2 mars 2022, loi visant à renforcer le droit à l'avortement. Le délai légal est porté de 12 à 14 semaines. 24 janvier 2023, loi sanctionnant plus sévèrement l'outrage sexiste et sexuel. 28 février 2023, création d'une aide universelle d'urgence pour les victimes des violences conjugales. 21 février 2024, Mélinée Manouchian, résistante, apatride communiste, est la 7e femme à entrer au Panthéon aux côtés de Missak, son mari. Après Marie Curie, Sophie Berthelot, Geneviève de Gaulle-Antonios, Germaine Tillion, Simone Veil et Joséphine Baker. Et enfin, le 4 mars 2024,
le Parlement réuni en congrès à Versailles approuve l'inscription de la liberté garantie de mettre fin à sa grossesse dans la Constitution. Voilà une liste un peu à la Prévert, mais il y en a encore quelques-uns. Je vous en ai fait grâce. Alors ce sont des avancées, certes, mais reconnaissons qu'il reste beaucoup à faire pour l'égalité réelle, pour éradiquer les violences, entre autres. Toutes ces avancées, nous les devons à la volonté et l'obstination positive de femmes et d'hommes, mais surtout les femmes, avouons-le. Toutefois, l'évolution des droits, et vous l'aurez constaté lors de mes énumérations, ne peut se faire sans la volonté des pouvoirs politiques de s'en emparer. Ainsi, la région Nouvelle-Aquitaine s'est inscrite depuis de nombreuses années dans cette voie de progrès de l'égalité, en s'engageant tout d'abord auprès des acteurs et actrices de l'égalité et de lutte contre les discriminations. Ainsi, 30% du budget du plan d'action régional réalisé l'égalité est consacré à la lutte contre les violences. Nous sommes la première région à avoir signé la Charte européenne pour l'égalité des femmes et les hommes dans la vie locale, suivie en 2021 par la signature de la Convention du PAREF, le plan régional pour l'entrepreneuriat des femmes. La Nouvelle-Aquitaine est également partenaire de l'Observatoire régional pour l'égalité professionnelle, porté par Cap Métiers, mais aussi de l'Observatoire régional des violences sexistes et sexuelles, dont je salue la présidente, ici présente Catherine Coutel, qui interviendra tout à l'heure. Nous intervenons dans le domaine du sport, via le déploiement du plan régional sport au féminin. La jeunesse n'est pas en reste, grâce au soutien de la région, au planning familial, dans le cadre de l'éducation à la santé et aux droits sexuels des jeunes, au travers du site Ton plan à toi. Ton plan à toi, 40 000 connexions en 2022. Ou encore dans le cadre de la lutte contre la précarité menstruelle, avec l'équipement de lycées en distributeurs et la gratuité de ces protections dont a parlé Catherine tout à l'heure. Dans le domaine culturel, des mesures d'équité ont été intégrées dans le nouveau règlement d'intervention afin d'inciter les femmes à oser déposer davantage de projets de nature artistique. Pour cela, elles bénéficient d'un bonus de financement. Mais la région ne peut cependant envisager le progrès vers l'égalité sans se l'appliquer à elle-même. Catherine en a parlé. Nous avons créé un réseau de référents, 40 personnes référentes au sein de 29 directions opérationnelles de la région. Et, très grande fierté, la Nouvelle-Aquitaine est la première région à avoir mis en place le congé menstruel, dont a parlé également Catherine. Enfin, je termine par l'événement de ce jour, la signature par le président Alain Rousset, qui ne va pas tarder à arriver, en principe, avec le Haut Conseil à l'égalité pour une communication publique sans stéréotype de sexe. Et puis, je ne voudrais surtout pas terminer sans rendre un hommage. Catherine l'a dit tout à l'heure, mais je voudrais rendre cet hommage particulier à cette personne sans qui, effectivement, cette journée ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Quelqu'un qui a beaucoup œuvré depuis très longtemps au sein du service EVAS. Je parlais de Sylvie. Voilà, femme engagée, et engagée, je peux vous assurer, de façon dynamique. Je pense que toute l'équipe en témoignera. Et en tout cas, Sylvie, merci beaucoup. Sylvie prétend à ses droits à la retraite prochainement. Donc, c'est sa dernière grande manifestation. Et je souhaiterais qu'on puisse l'applaudir. On croirait Sylvie, au contraire, en début de carrière, si je peux me permettre. Merci beaucoup, Sylvie. Je voudrais juste aussi saluer la présence de Naïma Charaï, qui était énormément impliquée dans le précédent mandat également. Et toujours impliquée, toujours engagée maintenant en tant que présidente de l'association La PAFET. Donc voilà, bravo, merci. Merci beaucoup pour cette introduction.